Nous sommes le 3 août 2015 à Toulouse, dans le quartier Saint-Cernin. Élise Costa, journaliste. C'est dans l'hypercentre de la ville, donc c'est un quartier où il y a beaucoup de passages. Eva Bourseau est une jeune fille de 23 ans qui a quitté le domicile de sa maman pour faire ses études à Toulouse. Tiffany Duige, avocate de la famille d'Eva Bourseau. C'est une jeune fille qui habite dans un tout petit appartement au dernier étage d'un petit immeuble, rue Merly. On est au milieu de l'été et c'est une période où justement on sort, on voit des amis, on voit sa famille. Et pendant une semaine, personne n'a de nouvelles d'Eva, ce qui est très inhabituel pour elle en fait. Dans la semaine, je suis allée sonner chez elle. Amie d'Eva Bourseau. J'ai sonné plusieurs fois et j'ai vu que ça répondait pas et on était juste inquiets de ne pas avoir de nouvelles. Donc les amis d'Eva vont contacter sa maman et ce qui n'est pas normal non plus, c'est que sa mère soit sans nouvelles. Donc ce 3 août, la mère d'Eva Bourseau et une amie d'Eva se rendent chez elle et elle sonne. Et il n'y a toujours pas de réponse. Et donc là, elles prennent la décision d'appeler les pompiers. Vers 21h, les pompiers arrivent. Ils montent jusqu'au 3e étage. Ils arrivent devant cette porte, qu'ils vont tout simplement défoncer. Les pompiers, quand ils pénètrent à l'intérieur de l'appartement, d'abord ils tombent sur le salon, qui est en bazar. Et au fond de la pièce, il y a une porte fermée. Mais elle n'est pas simplement fermée, elle est calfeutrée. Et il y a un tissu roulé en boule en bas. Et ils vont ouvrir cette porte de chambre et constater qu'en plein milieu de la chambre se trouve une malle. Et Eva n'est pas là. Le pompier, en soulevant le couvercle de la malle, en fait, il voit un corps en décomposition. Le pompier qui est intervenu fera pratiquement un malaise. David Sena, avocat général. En découvrant ce qu'il y a dans ce réceptacle en plastique. Donc évidemment, à ce moment-là, les pompiers vont prévenir la police, qui va arriver tout de suite. Lorsque les enquêteurs de la PJ arrivent, ils vont pénétrer dans les lieux en prenant un maximum de précautions, de façon à recueillir un maximum d'éléments. Henri Cazeneuve, ancien enquêteur de la police judiciaire de Toulouse. La première chose qu'on voit en rentrant dans l'appartement, c'est 12 sacs poubelles remplis. On retrouvera aussi dans cet appartement un fauteuil qui est éventré, un seau avec une serpillière. On a aussi une pièce qui a été calfeutrée pour éviter la propagation des odeurs. Et on retrouve aussi des bombes insecticides dans cette pièce, ainsi que des bombes désodorisantes. Les bombes insecticides sont là par rapport aux insectes. Et une bombe désodorisante, on imagine bien pourquoi elle était présente. Le parquet se saisit de cette affaire en flagrance, va rapidement ouvrir une information judiciaire et donc confier cette affaire à un juge d'instruction. Je suis d'astreinte en médecine légale, donc je reçois un coup de téléphone du procureur qui m'indique qu'ils ont fait une découverte de cadavre au centre de Toulouse. Anthony Blanc, médecin légiste. À peine arrivé, le procureur vient à ma rencontre. Il m'explique que la maman est dans la voiture, en train de pleurer, et qu'elle est très inquiète parce qu'elle suspecte que c'est sa fille, mais elle veut en avoir la confirmation. Et en fait, il me demande tout simplement d'essayer d'identifier. Et pour ça, il me donne quelques informations. Elle me décrit 3 piercings qu'elle a et quelques tatouages, un dans le dos et un au niveau du pli de laine, à droite, sous forme d'une petite chauve-souris, un petit vampire. Je ne vais pas sortir le corps de la boîte là, je vais juste essayer de voir si je peux l'identifier. Donc je commence à essayer de déplier un petit peu le bras, je fais très très doucement. Je ne trouve pas les piercings qui m'ont été décrits. Par contre, je vais retrouver au niveau du pli de laine droite ce petit tatouage en forme de chauve-souris. C'est l'information que je vais donner au procureur en lui disant que oui, manifestement, elle a bien ce tatouage au niveau du pli de laine et qu'il s'agit bien d'Eva Bourseau. La chose qui interpelle dans l'appartement, c'est 12 sacs poubelles remplis d'effets appartenant à Eva. On retrouve aussi des bidons d'acide chlorhydrique. Donc, il est trop tôt pour dire dans quel liquide est immergé le corps d'Eva, mais la présence en grand nombre de bidons d'acide chlorhydrique laisse supposer que c'est dans ce liquide-là.
J'ai vu ces sacs poubelles et j'ai remarqué qu'à mes pieds, il y avait un sac poubelle. Et instinctivement, avec le bout du pied, j'essayais de le pousser. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de très dur dedans. J'ai ouvert le sac poubelle et là, j'ai découvert un élément métallique qui était un pied de biche. Et j'ai dit aux policiers, messieurs, je pense qu'on a trouvé l'arme du crime. Les auteurs avaient pris soin de nettoyer les lieux, de faire disparaître certaines traces. Malgré tout, le logement est passé au Blue Star. Et on retrouve des traces de sang essentiellement dans la pièce principale. Ça confirme, si on avait besoin de confirmation, la mort violente d'Eva Bourseau. Dans ces cas-là, la première chose que les enquêteurs vont faire, c'est interroger les voisins. Et la voisine, juste en dessous de l'appartement d'Eva, va être entendue. Elle va dire qu'elle a donc entendu des bruits, des cris de femmes qui criaient « Arrêtez-vous, arrêtez-vous ». Il lui semble avoir entendu 2 voix d'hommes distinctes, 2 hommes qui ensuite ont quitté les lieux en s'adressant l'un à l'autre « Viens, il faut qu'on y aille ». Enfin, ce type de propos, l'autre qui dit « J'arrive », et puis plus rien. Les enquêteurs vont conduire les investigations, je dirais, classiques et notamment les investigations téléphoniques, relever des empreintes digitales et des empreintes génétiques, et puis un travail d'environnement, c'est-à-dire essayer d'identifier qui était l'environnement d'Eva Bourseau, qui dans ce périmètre pouvait être possiblement le meurtrier. Dans le cadre de cette enquête, de nombreuses personnes proches d'Eva, des amis, sa famille bien évidemment, vont être auditionnées pour connaître Eva, déjà savoir qui elle était, pour avoir quelques éléments concernant sa personnalité, sa vie, ses relations. Elle était très belle, elle était grande, avec de longs cheveux, elle était très sûre d'elle, vraiment beaucoup d'assurance. Moi, j'admirais sa confiance qu'elle avait en elle et sa façon de faire tout ce qu'elle voulait, comme elle voulait, sans jamais avoir honte ou avoir peur du regard des autres. Elle inspirait beaucoup de joie. C'était quelqu'un de formidable, je trouve. C'est une jeune fille qui est extrêmement souriante. Solaire, c'est une jeune fille qui, quand elle rentre dans une pièce, on la voit. Et c'est une jeune fille qui marque. Elle a de la personnalité. Elle a un fort caractère. C'est une jeune fille qui aime sortir, qui a beaucoup d'amis. En tout cas, elle est toujours décrite comme quelqu'un qui est toujours là pour ses amis, qu'on peut appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Toujours partante pour faire la fête, bien sûr, mais toujours partante aussi pour les discussions. Eva, c'est une fille qui est très curieuse intellectuellement, qui va regarder des films à longueur de journée. Elle s'est installée un rétroprojecteur dans son petit salon. Elle va lire aussi beaucoup. Elle va écouter beaucoup de musique. Elle va s'intéresser à l'histoire de l'art. Elle avait plein de livres chez elle. Elle étudiait le japonais. Et d'ailleurs, elle adorait le Japon. Elle y avait déjà été. Et après, nous, on aimait beaucoup manger des sushis. Et après les soirées, on aimait beaucoup danser. Et parler des garçons, tout ça. Mais ouais, le souvenir que j'ai, c'est de manger des sushis pendant qu'on regardait un film sans son rétroprojecteur. Ça, c'était super chouette. Ouais. Les forces de l'ordre, lorsqu'ils vont descendre la boîte avec le corps d'Eva Bourseau, ils vont récupérer l'ensemble du liquide pour le filtrer et l'analyser. Et c'est en faisant ce travail-là d'analyse qu'ils vont confirmer qu'il s'agit de l'acide chlorhydrique. On fait des autopsies à 2 avec un de mes collègues, médecin légiste. Donc on a posé la boîte sur le côté, délicatement sorti le corps et on a commencé à faire l'examen. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a des parties de corps totalement manquantes. Je ne pensais pas que de l'acide chlorhydrique avait la capacité de dissoudre au moins même les os. L'autopsie, elle se fait à partir d'éléments qui sont extrêmement réduits, dans des conditions exceptionnelles où il n'y a quasiment plus rien à autopsier. On va trouver une grosse fracture du nez, qui pour nous est compatible avec un coup porté à ce niveau. On a des lésions au niveau des bras,
On ne sait pas si c'est lésion de défense ou c'est lié aux brûlures. On trouve une fracture de côte qui paraît traumatique, mais on n'est pas certain parce que la peau a été rongée par l'acide aussi. Et on a une fracture du crâne. Et cette fracture est la plaie qui est associée à une forme très particulière. Et de suite, je fais le lien avec le pied de biche. Mais on se rend compte qu'il n'y a pas d'hémorragie cérébrale importante, il n'y a pas de lésion du cerveau. Et on ne dit pas que c'est ça qui a tué directement la victime. On dit que ça a pu participer. Il a été très compliqué, voire impossible, en effet, au terme de l'autopsie, de dire avec certitude quelle avait été la cause principale, unique ou première du décès, de la même manière qu'il n'était pas possible d'envisager l'existence ou non de violences sexuelles et de viols. Au moment de son autopsie, on a constaté qu'Eva, dans cette malle, ne portait pas de sous-vêtements. L'acide ne permet pas de dissoudre les vêtements. On a retrouvé des lambeaux d'une espèce de débardeur, mais on n'a pas retrouvé de sous-vêtements. L'hypothèse du viol. Eva Bourseau a-t-elle ou non été violée par le meurtrier? On n'en sait strictement rien. C'est incapable de l'affirmer. On est au début du mois d'août. À Toulouse, il se passe pas grand-chose. Il n'y a pas grand monde. Et de suite, quand on apprend en fait qu'on retrouve un corps dans une malle d'acide, dans un petit appartement du centre-ville, et ben là, il va y avoir un emballement médiatique énorme. Que le corps d'une jeune étudiante de 23 ans soit retrouvé comme ça dans une malle d'acide, c'est très impressionnant. Et forcément, moi qui habite Toulouse, je peux en témoigner, tout le monde ne parle que de ça. Vraiment. On essaye de savoir ce qui s'est passé, en fait. L'opinion publique s'émeut aussi parce que la victime est jeune et que l'identification, la projection est évidente. Et Eva Bourseau, elle ressemble à tant de jeunes filles à Toulouse et ailleurs. Et enfin, l'opinion publique s'émeut parce que ça n'est pas qu'un homicide, ça n'est pas qu'un meurtre. Deux jours après la découverte du corps, un jeune homme se présente spontanément au commissariat. Deux jours après, à l'heure du déjeuner, un homme se présente au commissariat central et dit qu'il a des informations sur l'affaire Eva Bourseau et qu'il veut que les donner aux enquêteurs. Il s'appelle Eva. Il n'est pas particulièrement nerveux. On est face à quelqu'un qui semble assez raisonné, assez sûr de son fait aussi. Voilà, qui arrive avec une histoire à nous raconter. Il est là, ce jeune garçon, tout simplement pour expliquer qu'il a des révélations à faire, qu'il connaît les conditions dans lesquelles Eva a trouvé la mort, que bien évidemment, il n'y a pas participé. Édouard Martial, avocat de Tam Rani Alaoui. Mais il est capable, au travers des confidences qu'il a pu recevoir, de dire comment les choses se sont passées. Ses premières déclarations laissent apparaître qu'il connaît des détails que seule une personne, je ne vais pas dire qui était sur place, mais en tout cas qui est en relation directe avec les auteurs des faits, peut être capable de rapporter. Et dans ce cadre-là, il est placé en garde à vue très rapidement. Ce qu'il raconte aux enquêteurs, Taha, c'est que donc il a cet ami, Zakaria, qui lui a dit j'ai fait de la merde, il faut que tu m'aides, elle est morte. Et en gros, c'est un peu flou, mais ce qu'il explique, c'est que quand même, il faut l'aider à nettoyer une scène de crime. Et que lui, il y est allé. Taha va, et c'est ce qu'il raconte, accompagner Zakaria rue Merly au domicile d'Eva Bourseau. Jonathan Bombstein, avocat.
Et il va découvrir à ce moment-là, justement, le corps d'Eva Bourseau, sans vie, au sol. Il dit lui-même qu'il réfléchit pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, et il décide de faire disparaître le corps en s'inspirant d'une série télé, Breaking Bad, et en faisant disparaître ce corps dans de l'acide chlorhydrique. L'idée était de faire croire qu'elle avait disparu. On va lui poser beaucoup de questions. Et on s'aperçoit que son scénario se fragilise un petit peu et quelques contradictions sont mises à lumière. On commence assez rapidement à douter de sa première version des faits et on se dit que quand même il minimise la portée de ses actes. Dans le cadre de la perquisition effectuée au domicile de Ta, on retrouve donc plusieurs objets appartenant à Eva. Ils vont retrouver le rétroprojecteur d'Eva, ils vont retrouver son enceinte, ils vont retrouver 7 téléphones portables, ils vont retrouver l'ordinateur portable d'Eva. On établit avec certitude qu'ils appartiennent à Eva, soit parce qu'ils nous ont déjà été décrits par des amis, soit parce qu'on les a sur des photos qui nous ont été communiquées, soit parce qu'on a des numéros d'identification de ces appareils, notamment les téléphones. On retrouve également des produits stupéfiants, du matériel de conditionnement. On trouve tout le matériel qui implique directement, soit dans la consommation, soit dans le deal de produits stupéfiants. Il retrouve également une petite note manuscrite, écrite de la main de Taha, où c'est écrit « J'ai vu ses yeux d'un bleu magnifique fumer et se décomposer ». À partir de là, c'est quand même compliqué de se dire que Taha a juste aidé son ami à se débarrasser du corps. Donc là, à ce moment-là, ils savent qu'en fait, il est impliqué dans le meurtre. Après la perquisition effectuée au domicile de Ta, son discours va évoluer et il va reconnaître qu'il était présent lorsque Zakaria a apporté les coups à Eva, mais encore une fois, il va continuer à minimiser son action. Il va effectivement reconnaître sa participation parce qu'il sent assez clairement que sa version n'est pas la bonne, donc il en change pour être finalement à la fois au plus près des faits et en même temps au plus près de ses propres intérêts. Il nous décrit Zakaria comme étant le moteur, l'auteur principal, celui qui a porté les coups à Eva. Il nous dit même que Zakaria, après avoir porté des coups à Eva, l'a incité à lui mettre des coups de pied de biche. Ta nous dira qu'il y est allé mollement. Il nous dit même que Zakaria a étranglé Eva. Il décrit 10 minutes de strangulation. 10 minutes de strangulation, c'est une éternité. Donc il décrit une scène effrayante et qui n'a aucune crédibilité. On ne peut pas passer 10 minutes à étrangler quelqu'un. Il décrit une scène complètement fantasmée, complètement excessive, qui a pour but, encore une fois, de charger Zakaria. À partir du moment où Taha Emrani a donné le nom de Zakaria Banouni comme complice, les enquêteurs viennent le chercher et vont l'interpeller pour le placer en garde à vue. Je suis le premier avocat qui va intervenir auprès de Zakaria dans le cadre de cette enquête préliminaire. Jonathan Bombstein, avocat. Et Zakaria, au moment de son placement en garde à vue, il est épuisé. Il est épuisé. Manifestement, il est en situation de manque. Il n'a pas consommé de stupéfiants depuis quelque temps. C'est un garçon qui est physiquement extrêmement marqué, qui a perdu du poids, qui est maigre, qui sur son visage est assez blafard. On est en présence d'un garçon qui là aussi, je ne vais pas dire est dépassé par les événements, mais qui semble peut-être plus assumé, peut-être que Taha. Et il va commencer à parler assez librement finalement.
il va dire les conditions dans lesquelles le meurtre a été, sinon conçu, en tout cas, dans quelles conditions il s'est déroulé. Il reconnaît qu'il est allé là-bas. Il reconnaît que c'est lui qui a donné les premiers coups. La différence notable entre la version de Taha et de Zakaria, c'est leur rôle. Jonathan Bombstein, avocat. Taha, il va charger Zakaria. Il va expliquer que c'est lui qui l'a étranglé, que c'est lui qui va être le moteur, que c'est lui qui va être finalement l'élément d'impulsion sur la mort d'Eva. Alors que Zakaria, lui, va rester fidèle puisqu'il ne va pas réellement charger Taha. Il va expliquer que ça a eu lieu, il va expliquer que Taha était là, mais il ne va pas forcément se prononcer dans ses premières déclarations sur qui est responsable, qui a causé la mort d'Eva. Ils l'ont fait à deux. Quand j'ai appris que Taha s'était rendue, là, j'y ai pas cru, quoi. Amie d'Eva Bourseau. J'y ai pas cru. Pour moi, c'était pas possible que ce soit lui. Taha Emrani, c'est un garçon qui correspond pas du tout au profil que l'on peut attendre d'un délinquant d'une manière générale. C'est un jeune homme de nationalité marocaine qui est jeune, 21 ans, mais qui a une allure extrêmement juvénile. C'est un garçon qui est venu faire ses études supérieures en France. Eva m'a présenté Taha 2 ou 3 semaines avant son décès. Et en me présentant Taha comme étant son meilleur ami, comme étant le plus gentil des garçons, et qu'il était adorable. Et effectivement, on a passé plusieurs jours avec lui. Je l'ai même hébergé plusieurs jours après. Et effectivement, il était très gentil, très cultivé. C'est un garçon qui parle bien. C'est un garçon qui présente bien, qui a été reçu dans une des plus grandes écoles d'ingénieurs de Toulouse, qui est l'ENSET. Taha tente les concours aux grandes écoles, Polytechnique, les mines. Il a certains écrits, mais il échoue à l'oral. Gaël Caro-Alfort, psychologue. Qui crée pour lui un choc, qui dit que tout s'effondre, en fait. Il a complètement décroché d'études qui s'annonçaient brillantes. Taha et Zakaria donc se rencontrent grâce à une association étudiante. Élise Costa, journaliste. Et ils s'entendent très bien, tout de suite. Zakaria, il est jeune, il a 18 ans. C'est un gamin qui est doué parce qu'en fait, il a son baccalauréat à 16 ans. Il a une facilité déconcertante avec tout ce qui approche de près ou de loin la science. Il va créer d'ailleurs, dans le cadre d'un concours qu'il va remporter, une main mécanique, une main artificielle. Interview de Zakaria Banouni. Même un but concret, de faciliter les interactions des sourds-muets avec d'autres personnes. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent le langage des signes, malheureusement. Et il va pouvoir intégrer l'une des prépas les plus prestigieuses de la vie, qui est la prépa Mathsup/Mathsp, qui a un taux de réussite exceptionnel sur les grandes écoles, que ça soit Polytechnique, que ça soit les arts et métiers ou autres. Il est dans une filière d'excellence. Mais Zakaria, en fait, les études de Mathsup/Mathsp, c'est trop lourd pour lui. C'est énormément de pression. Il a eu aussi un ami à lui qui s'est suicidé. Ça l'a énormément marqué. Et donc, petit à petit, il décroche, quoi. Et donc, il va intégrer la faculté de mathématiques à Toulouse. Mais c'est pareil, en fait, la faculté de mathématiques, il y va plus trop. Taha et Zach, c'est des miroirs. Quand ils se regardent, ils se voient l'un l'autre. Et ce qu'il va se passer, Le bas, c'est beaucoup de drogue dessus et des clients qui viennent acheter.
Rani et Zakaria Banouni semblent donc impliqués tous les deux dans le meurtre d'Eva. Mais quel est leur mobile? Après avoir changé plusieurs fois de version, Taha va finalement impliquer un troisième homme, un certain Guillaume, surnommé le Chinois. Taha va livrer une autre version. Le commanditaire de cette affaire serait un dealer, Guillaume le Chinois, qui approvisionnerait en produits stupéfiants notamment Eva, qui aurait contracté auprès de lui une dette extrêmement importante. Taha implique Guillaume en le positionnant comme étant un dealer, ce qu'il est d'ailleurs. Dealer qui fournissait Eva en produits stupéfiants, et elle aurait eu une dette importante vis-à-vis de Guillaume, dette qui s'élèverait à 6 000 €. Selon Taha, si Zakaria est allé au domicile d'Eva et l'a tuée, c'était sous la pression de Guillaume qui lui aurait demandé de faire ça en récupérant les objets, enfin tout ce qu'il pouvait avoir de la valeur au domicile d'Eva pour ensuite les revendre et donc éponger sa dette. La première version qu'il va donner aux enquêteurs, Zakaria, elle est très proche finalement de la version de Taha Emrani. Il va parler de Guillaume le Chinois comme étant une personne inquiétante. Et il va sous-entendre que, effectivement, quand ils y vont avec Taha, c'est sous l'impulsion de Guillaume le Chinois. Ce qui sous-entend, en tout cas fortement, c'est que Guillaume est le commanditaire, ou en tout cas le chef d'orchestre du meurtre. Les enquêteurs vont aller chercher Guillaume le Chinois. Ils vont l'interpeller. Et bien évidemment, on a une perquisition qui va suivre immédiatement son interpellation. Chez Guillaume, on retrouve du matériel de conditionnement de produits stupéfiants, une chambre de culture. On va retrouver une carabine également, des faux papiers, des faux billets. Autant d'éléments qui, quand même, nous amènent à nous questionner un petit peu sur lui, savoir qui est-il vraiment. Guillaume le Chinois, c'est un étudiant d'une école toulousaine qui fait des études supérieures, qui est quelqu'un de parfaitement présentable. On fait quelques recherches concernant Guillaume, qui sont pas très probantes parce que c'est pas quelqu'un qu'on connaît particulièrement. C'est quelqu'un qui va acheter des stupéfiants sur le darknet, qui va se faire approvisionner, qui va avoir ses revendeurs. Ça sera Eva Bourseau, Taha Emrani, et puis le bras droit de Taha Emrani dans la gestion de ce pan du trafic de stupéfiants, Zakaria Banouni. C'était un commerçant. Georges Catala, avocat de Zakaria Banouni. C'est-à-dire que il vendait, il exigeait, il demandait, il assurait le recouvrement des créances, donc il avait le profil de celui qui aurait pu se fâcher à l'encontre de gens qui auraient pu lui devoir de l'argent, et notamment à l'encontre d'une gamine qui n'aurait pas été correcte en ce qui concerne le remboursement des frais et de la somme. Premières auditions, on a finalement en face de nous un jeune homme qui, quand on lui explique ce qui lui est reproché, s'inscrit immédiatement en faux en disant que oui, c'est un dealer, qu'il est impliqué dans un trafic de stupéfiants, qu'il connaît parfaitement Taha Emrani et Eva Bourseau, qu'il est ami avec Eva Bourseau. Pour lui, c'est une proche. C'est quelqu'un qui va prendre de ses nouvelles. C'est quelqu'un qui va faire des soirées avec elle. Il l'a fourni en produits stupéfiants. Elle n'a pas toujours les moyens de se fournir. Et pour le rembourser, eh bien, elle le revend et ça sert à apurer les dettes.
Quand il va être interrogé sur une prétendue dette à hauteur de 6 000 € à l'égard d'Eva Bourseau, il va s'en étonner immédiatement. Il va expliquer que oui, dans le cas du trafic, effectivement, elle avait une dette, mais qui n'était pas une dette anormale finalement dans leur mode de fonctionnement, puisque Guillaume le Chinois avait l'habitude d'avancer de l'argent à Eva Bourseau en lui donnant directement les stupéfiants et le rembourser par la suite. C'était un mode de fonctionnement qu'il pouvait avoir. Donc il y avait une dette qui était à un peu plus de 1 000 €, qui n'était pas grave, qui n'était pas inhabituelle. Donc lui, le scénario qui a été évoqué par Taha au départ, il le bat en brèche très rapidement. Ensuite, c'est sa version. Mais il semble sincère dans ce qu'il dit. Les investigations qu'on peut faire aussi le concernant semblent accréditer sa version. Et il va aussi expliquer que si Eva avait une petite dette à son égard, qui était négligeable, Taha Emrani, lui, par contre, avait une dette beaucoup plus importante à son égard. Et qu'il était beaucoup plus inquiet, dans ce cadre-là, d'être remboursé un jour, peut-être, par Taha, plutôt que par Eva. La difficulté dans cette affaire, c'est que le corps d'Eva Bourseau était tellement dégradé, il était dans un environnement qui ne permettait pas de dater avec précision le moment de son décès. La téléphonie va répondre à cette problématique, puisque les enquêteurs vont récupérer l'ensemble des éléments de téléphonie. Et en particulier, les messages et les appels d'Eva Bourseau, de Taha Emrani et de Zakaria Banouni. On va constater qu'Eva a échangé le soir de sa disparition avec un de ses amis. Tiffany Duige, avocate de la famille d'Eva Bourseau. Et elle va indiquer qu'elle a reçu la visite d'un prénommé Taha et d'un prénommé Zach. Et ils vont découvrir, dans les messages qu'aurait envoyés Eva Bourseau, qu'elle ne les attendait pas. Que c'était une véritable surprise que les deux hommes arrivent aussi tard chez elle. Donc il n'était pas prévu que Taha et Zach passent la soirée avec Eva ce soir-là, qu'elle n'avait pas envisagé de passer une soirée avec eux et qu'elle avait envie d'aller se coucher. On est entre 3h et 4h du matin. Mais on va aussi découvrir, dans un des SMS, qu'elle a manifestement peur de l'un d'entre eux. Dans ce texto, quand elle parle qu'elle a envie qu'il parte, elle parle au pluriel. Et il y a ce passage où il dit qu'elle a peur de quelqu'un et on est au singulier. Donc on sait qu'elle a peur de l'un des deux hommes. Le dernier SMS d'Eva, il est à 6h du matin et elle envoie en fait son numéro à Zakaria. Donc c'est la dernière preuve de vie que l'on a d'Eva Bourseau. Dans le cadre de la téléphonie aussi, on constate que Guillaume a envoyé plusieurs messages à Eva. Il lui envoie plusieurs messages sur la journée du 27. Il n'a pas de réponse. Il s'inquiète parce que il connaît Eva. C'est quelqu'un qui est présente en permanence, qui est au cœur de ses relations et qui subitement disparaît. Donc de là, en fait, il y a que deux hypothèses. C'est-à-dire que soit il essaye de se créer un alibi, soit il ne sait pas que Eva est morte. À l'issue de leur garde à vue, les trois hommes sont présentés au juge d'instruction. Taha Emrani et Zakaria Banouni sont mis en examen pour assassinat. Guillaume pour complicité d'assassinat. Mais de nouvelles révélations vont venir rebattre les cartes. Taha et Zakaria sont mis en examen pour assassinat, c'est-à-dire pour un meurtre prémédité. C'est-à-dire que c'est l'idée d'un plan qui a été conçu pour tuer Eva. Le juge va donc décider, dans le déroulé normal de la procédure d'information, d'organiser une confrontation. À l'issue de cette confrontation, Taha très simplement dit qu'il a menti et que Guillaume le Chinois n'a strictement rien à y voir et que, surtout, il n'a jamais participé aux faits meurtriers. C'était, dans le fond, un espèce de faux coupable idéal, Guillaume le Chinois, parce qu'il était trafiquant notoire et avéré. Donc, dans le fond, il avait le dos assez large, c'était le troisième homme. Le problème, maintenant, on a un peu remis les personnages à leur place, on a gardé ceux qui étaient directement concernés et qui l'ont avoué.
Donc pour la justice, pour l'institution judiciaire et pour tout le monde d'ailleurs, il faut savoir qui a fait quoi. Et qui, dans cette scène de violence à laquelle ils participent tous les deux, ont donné ou a donné le coup mortel. Alors, les deux garçons s'opposent, et bien évidemment, Taha dit que c'est pas lui, et Zakaria élude, bien évidemment, sa responsabilité sur ce point-là. La reconstitution, déjà, elle se passe dans des conditions très particulières. On est dans un vieil immeuble avec des parties communes assez étriquées, avec un appartement qui est resté en l'état pendant 1 an, qui n'a pas bougé, et avec les enquêteurs, les techniciens, les avocats, les accusés, évidemment. Et tout ce petit monde doit essayer de naviguer, en fait, dans cet appartement pour pouvoir reconstituer les faits. Je vois Taha avant cette reconstitution, et je lui dis que c'est le moment important. Que la discussion, elle va s'instaurer autour du coup mortel. Là, Taha me dit, je vais tout dire. Taha et Zakaria acceptent de jouer leur propre rôle. Ils vont mimer leurs gestes ce soir-là. Zakaria va passer en premier, il va frapper à la porte. Eva va ouvrir et immédiatement, il va lui asséner plusieurs coups. Et là, Taha prend la parole et dit très simplement, c'est moi qui ai utilisé le pied de biche et c'est moi qui, dans la scène finale, ai porté les coups au visage d'Eva. Alors qu'elle est déjà au sol, elle ne sait pas se relever. Taha Emrani mime le coup sur le crâne d'Eva. Et là, Taha nous dit qu'à cet instant, et ça serait le mobile de leur crime, il souhaitait lui voler des stupéfiants qu'elle aurait potentiellement chez elle, et peut-être de l'argent. Il va trouver une petite boîte à chaussures, et Taha nous mime s'installer sur le canapé d'Eva en tailleur, et compter l'argent. Alors qu'Eva est juste à côté, en train d'agoniser. Dans l'appartement d'Eva, ils vont retrouver 1 000 € et également des cachets d'ecstasy qui seront revendus par la suite. Dans les heures qui suivent le meurtre, Taha, son agence de location, va régler ses arriérés de loyer avec l'argent qu'il avait volé chez Eva. Il prendra aussi contact avec Guillaume le Chinois pour là aussi régler ses dettes. Taha, à cet instant de sa vie, il est débiteur partout. Pas de grosses sommes, mais des sommes qu'il ne peut pas payer et qui le placent dans une situation psychologique sans doute extrêmement difficile parce qu'il a besoin de produits stupéfiants, quoi qu'il arrive, tous les jours, tous les matins. Il ne pense qu'à ça. Le procès est sur le 10 décembre 2018 à la cour d'assises de la Haute-Garonne. Et il y a énormément de gens dans le public. On avait tellement dit que c'était des étudiants brillants qu'on voulait savoir comment on passait de ce statut-là à celui de meurtrier. On avait 2 accusés qui ont répondu aux questions, qui se sont montrés particulièrement intéressés par le déroulé de ce procès. Ils n'ont pas été absents. Mais pour autant, on avait véritablement le sentiment comme un pacte de non-ingérence. Aucun n'a parlé sur l'autre. On avait encore des questions en suspens. Le médecin légiste est venu nous dire qu'il y a effectivement eu le coup au niveau du crâne qui a été à l'origine du décès. Mais c'est pas la seule origine du décès. Il y a eu un phénomène d'asphyxie. Et en réalité, on a compris avec froideur à l'audience qu'il y a quelque chose qu'ils ne nous ont pas expliqué. L'agonie d'Eva Bourseau a peut-être été plus longue que ce que l'on pensait en première intention, à savoir une mort hyper cruelle, hyper violente, mais à tout le moins relativement rapide. La couleur du dossier est devenue encore plus cruelle à l'idée qu'elle ait pu être consciente pendant un laps de temps beaucoup plus important jusqu'à ce qu'elle meure d'asphyxie.
Dans le cadre de l'instruction, bien évidemment, il y a eu des expertises toxicologiques qui ont été réalisées, puisque la question s'est posée sur le niveau de leur consommation au moment des faits. Et on a pu avoir des résultats avec des taux qui étaient peut-être moins importants que ce qu'on attendait compte tenu des déclarations des uns, des autres, de l'entourage. Mais qui restaient quand même assez marqués puisqu'on avait des résultats positifs sur à peu près tout ce qui se fait en matière de stupéfiants. Ça signifie que c'est pas la drogue qui initie les comportements violents, c'est parce qu'on a décidé d'être violent. Ce soir-là, c'est pas la drogue qui a mis le poing américain dans la main de Zacharias, c'est pas la drogue qui a initié chez Zacharias cet accès de violence alors qu'Eva a ouvert la porte et n'a rien dit, c'est pas la drogue qui a initié cet accès de violence chez Taha au point de donner un coup violent sur le crâne d'Eva et à l'origine du décès. C'est pas la drogue qui leur a permis de recompter l'argent parce qu'ils étaient suffisamment clairvoyants et lucides pour, dans les tout premiers instants, fomenter cette fugue d'Eva et confectionner des sacs et de savoir dire ça, on va le revendre. Et ça, ce sont des sacs qu'on va acheter. La ligne de défense s'appuyant sur une altération du discernement n'a pas convaincu lors du jugement. Taha Amrani encourt la perpétuité et Zakaria Banouni, 30 ans de réclusion criminelle. L'affaire Eva Bourseau, elle est surtout marquante parce que c'est difficile de sortir d'une affaire comme ça, d'un procès comme ça et de pas se dire quel gâchis. Mais quel gâchis pour tout le monde. Taha Amrani a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle et Zakaria Banouni à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'Eva Bourseau. C'est un verdict qui démontre l'horreur du crime. Maintenant, pour la famille d'Eva, pour ses amis, ça sera jamais suffisant, ça va jamais ramener Eva. Je pense à elle tout le temps. Je suis triste qu'elle fasse plus partie de ma vie. Eva, c'était pas juste quelqu'un qui était associé à une histoire de drogue qui a mal tourné et que c'était voilà une fille géniale, certes marginale, mais voilà, elle était géniale. J'aimerais qu'on se souvienne d'elle comme la personne merveilleuse qu'elle était. En février 2021, le Fonds de garantie des victimes a refusé d'indemniser en totalité la famille d'Eva, considérant qu'elle aurait une part de responsabilité dans ce qui lui est arrivé. Une décision insoutenable pour ses parents, qui continuent de se battre pour obtenir justice. Californie, année 1970. Dans des quartiers résidentiels calmes, baignés par la chaleur nocturne, les habitants dorment souvent les fenêtres ouvertes. Rien ne semble anormal. Puis, parfois, un bruit presque imperceptible réveille quelqu'un. Un plancher qui craque, un souffle trop proche. Avant même que la peur ne se forme clairement, une voix surgit dans l'obscurité, calme, posée, sûre d'elle. Une voix qui annonce que tout est déjà terminé, que l'intrus est déjà là. Pendant plus de 40 ans, cette voix entra la Californie. Un homme sans visage, sans identité claire, qui frappe, disparaît, puis recommence ailleurs. À l'époque, personne ne sait encore qu'il s'agit d'un seul et même individu. Les forces de l'ordre lui donneront plusieurs noms, croyant traquer des criminels différents. Le Visalia ransaqué, l'Istarea rapiste, l'original Night Stalker. Ce n'est que bien plus tard qu'un nom global émergera, presque mythique, The Golden State Killer. Mais au départ, il n'y a qu'une sensation diffuse, une peur qui s'installe lentement, quartier après quartier. Tout commence à Visalia, une petite ville agricole de Californie, au début des années 1970. Les premiers incidents semblent mineurs. Des cambriolages étranges, sans réelle logique apparente. Les maisons ne sont pas saccagées, l'argent n'est pas toujours pris, mais les tiroirs sont ouverts, les objets déplacés. Quelqu'un entre, observe, touche, puis repart sans se presser.
Très vite, les policiers comprennent qu'il ne s'agit pas de simples vols. Ces intrusions ressemblent davantage à des répétitions. L'intrus apprend les lieux, les habitudes, les horaires. Il revient parfois plusieurs fois dans la même maison, uniquement pour vérifier si les objets ont été remis à leur place. À ce moment-là, personne ne se doute que cet homme mène une vie parfaitement ordinaire. Il travaille, il a des relations sociales, il n'attire pas l'attention. Pire encore, il connaît très bien les méthodes policières. Il sait comment on patrouille, comment on enquête, comment on rate une piste. Il est même, ironie tragique, lié au monde de l'ordre et de la loi. L'homme qui observe la police de l'intérieur est aussi celui qui apprend à lui échapper. Progressivement, le comportement change. L'observation devient plus intrusive. L'intrus s'attarde. Il ne se contente plus de fouiller des maisons vides, il attend que les habitants soient là, endormis. Ce qui n'était au départ qu'une curiosité malsaine évolue vers un besoin de domination. À Visalia, plusieurs tentatives d'agression ont lieu. Une nuit, un policier surprend un individu dans une zone résidentielle. La confrontation tourne mal et l'agent est tué. L'affaire choque profondément la communauté, mais aucun lien clair n'est établi avec la série de cambriolages précédents. L'homme comprend alors qu'il doit disparaître. Non pas arrêté, mais changer de terrain. Il quitte Visalia et réapparaît ailleurs, sous une autre forme, avec une méthode affinée. À partir de 1976, dans la région de Sacramento, les attaques se multiplient. Cette fois, il ne s'agit plus de simples intrusions. Il attend la nuit, entre silencieusement, contrôle la situation par la peur et la parole. Il impose des règles absurdes, utilise l'environnement pour surveiller le moindre mouvement et disparaît avant l'arrivée de la police. Les services de l'ordre sont dépassés. Les attaques sont similaires, mais les juridictions ne communiquent pas efficacement entre elles. Chaque ville pense avoir affaire à son propre criminel. L'homme profite de cette fragmentation. Il observe les patrouilles, anticipe les réponses, apprend de chaque erreur. Il n'est plus seulement un intrus. Il est devenu un prédateur méthodique, patient, convaincu de son invisibilité. À partir de 1976, la région de Sacramento entre dans une période de peur diffuse. Les attaques se ressemblent sans être identiques, comme si l'auteur ajustait sans cesse sa méthode. Il choisit des quartiers calmes, des maisons modestes, souvent proches de canaux, de terrains vagues ou de chemins discrets qui facilitent la fuite. Il observe longtemps avant d'agir. Parfois des semaines. Il note les habitudes, les horaires, les lumières qui s'éteignent. Lorsqu'il entre, il ne se presse jamais. Il est déjà venu. Il connaît les lieux. Sa méthode repose avant tout sur la domination psychologique. Il parle à voix basse, impose des règles arbitraires, transforme chaque bruit en menace. Il utilise l'environnement comme une extension de son contrôle, empilant des objets pour être alerté au moindre mouvement. Cette mise en scène n'est pas improvisée. Elle est répétée, peaufinée, optimisée. Il veut que la peur dure, qu'elle s'installe profondément, bien au-delà de la nuit. La police multiplie les patrouilles, organise des réunions de quartier, diffuse des recommandations. Les habitants renforcent leurs portes, installent des lumières, achètent des alarmes. Mais rien ne semble fonctionner durablement. L'homme s'adapte. Il change d'horaire. Il modifie ses parcours. Il observe même les réactions médiatiques pour comprendre ce que les autorités savent, et surtout ce qu'elles ignorent. Les enquêteurs dressent un profil. Un homme jeune, athlétique, intelligent, probablement familier avec les procédures policières. Pourtant, malgré les descriptions, malgré les croquis, malgré les empreintes, personne ne parvient à l'identifier. Les indices existent, mais ils sont éparpillés entre différentes juridictions. À l'époque, les bases de données ne communiquent pas. Chaque service conserve ses dossiers. Chaque attaque est traitée comme un cas presque isolé. Pendant ce temps, l'auteur franchit un nouveau seuil. À la fin des années 1970, les attaques évoluent. La violence devient plus directe, plus définitive. Les scènes changent de région, s'étendent vers le sud de la Californie. Le même homme, pourtant, continue d'opérer. Les enquêteurs ne le savent pas encore, mais ils ne traquent plus seulement un violeur en série. Ils font face à une trajectoire criminelle en transformation. La presse commence à parler d'un tueur nocturne. Les surnoms se multiplient,
fragmentant encore davantage la compréhension globale du phénomène. L'homme, lui, profite de cette confusion. Chaque nouveau nom est pour lui une protection supplémentaire. Il n'est jamais au même endroit au même moment, jamais figé dans une identité unique. Il est partout et nulle part à la fois. Au fil des années, la peur s'installe durablement. Elle modifie les comportements, les relations de voisinage, la manière même d'habiter l'espace. Les nuits deviennent plus longues, les silences plus lourds. Et pourtant, malgré les moyens déployés, malgré les centaines d'heures d'enquête, l'homme continue de disparaître après chaque attaque, laissant derrière lui une même question obsédante. Comment peut-on être aussi proche, aussi souvent, sans jamais être vu? Ce que personne ne sait encore, c'est que cette invisibilité n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'une discipline, d'une patience extrême et d'une connaissance intime des failles humaines et institutionnelles. Et surtout, qu'un jour, bien des années plus tard, ce même homme sera trahi par quelque chose qu'il ne pouvait ni voir ni contrôler. Le temps. Au début des années 1980, quelque chose change. Les attaques, telles que la police les connaissait jusqu'alors, ralentissent puis cessent presque complètement. Pour les enquêteurs, c'est un soulagement apparent, mais aussi une frustration immense. Aucun suspect n'a été arrêté. Aucun visage n'a été associé à la voix qui terrorisait les nuits californiennes. L'homme ne laisse pas de lettre d'adieu, pas de revendication. Il disparaît simplement, comme s'il n'avait jamais existé. Les dossiers sont rangés, puis ressortis périodiquement. Les enquêteurs vieillissent, prennent leur retraite, meurent parfois sans avoir vu l'affaire résolue. Les victimes, elles, continuent de vivre avec ce qui leur a été imposé. La peur s'estompe dans l'espace public, mais elle reste intacte dans les mémoires privées. Pour beaucoup, chaque bruit nocturne garde une résonance particulière, même des décennies plus tard. Pendant ce temps, l'homme mène sa vie. Il travaille, fonde une famille, vieillit. Il ne ressemble plus au prédateur athlétique décrit dans les profils. Les années le rendent plus discret, presque banal. Le monde autour de lui change rapidement. Les technologies évoluent, les méthodes policières aussi. Les bases de données apparaissent, les analyses deviennent plus précises. Mais lui reste hors champ, protégé par le simple fait que personne ne sait où regarder. À mesure que le temps passe, l'affaire prend une dimension presque mythique. Les journalistes parlent d'un criminel fantôme. Les surnoms se superposent, les théories se multiplient. Certains pensent qu'il est mort. D'autres qu'il a été incarcéré pour une autre affaire. D'autres encore qu'il a quitté l'État, voire le pays. En réalité, il est là. Toujours en Californie. À portée de regard, sans jamais être reconnu. Ce qui sauve l'homme pendant si longtemps, ce n'est pas seulement son intelligence ou sa prudence, mais le contexte de l'époque. Les crimes ont été commis avant l'ère numérique, avant les fichiers centralisés, avant que les preuves biologiques ne puissent parler autrement que par des groupes sanguins approximatifs. Les indices existent, conservés dans des scellés, mais ils dorment dans des cartons, incapables de désigner un nom. Les années 1990 puis 2000 passent ainsi. Les familles avancent tant bien que mal. Certains enquêteurs, refusant d'abandonner, continuent de relier les points, convaincus qu'il s'agit d'un seul homme. Lentement, une vision globale se dessine. Les attaques de Visalia, de Sacramento, du sud de la Californie ne sont plus vues comme des affaires distinctes, mais comme les chapitres d'une même trajectoire criminelle. Ce rapprochement change tout. Il transforme un ensemble de crimes isolés en une histoire cohérente. Un homme, une méthode, une évolution. Mais il manque encore l'essentiel, un visage, un nom, une adresse. Et pendant que la vérité se rapproche, l'homme continue de vivre sans être inquiété, ignorant qu'un détail minuscule, invisible à l'œil nu, est en train de devenir la clé de sa chute. Car ce qui va finalement le trahir n'est ni un témoin, ni une erreur de parcours, ni une confession. C'est quelque chose qu'il a laissé derrière lui sans jamais y penser, des décennies plus tôt, à une époque où personne n'imaginait que cela puisse un jour parler à sa place. Pendant des décennies, les preuves sont restées silencieuses. Conservées, classées, protégées, mais inutilisables au-delà de comparaisons limitées. À l'époque des faits, l'ADN ne permettait pas d'identifier un individu précis. Il pouvait exclure, parfois rapprocher, mais jamais nommer. Les enquêteurs savaient pourtant qu'ils détenaient quelque chose d'essentiel, sans savoir comment l'exploiter. Puis, lentement, la science a rattrapé le passé.
Au milieu des années 2010, une nouvelle approche commence à émerger, la généalogie génétique. L'idée est simple en apparence, mais révolutionnaire dans ses implications. Il ne s'agit plus de comparer un ADN à celui de criminels déjà connus, mais de le rapprocher d'individus ordinaires ayant volontairement partagé leur profil génétique sur des bases de données publiques, souvent dans un but personnel ou familial. Des cousins éloignés, parfois très lointains, deviennent ainsi des points d'ancrage inattendus. Les enquêteurs reprennent alors les échantillons conservés depuis les années 1970 et 1980. Ils les analysent à nouveau, avec des technologies bien plus fines. Un profil génétique exploitable est établi. Ce profil est discrètement introduit dans une base de données généalogiques accessible au public. Il ne s'agit pas d'une annonce, ni d'une opération visible. Tout se fait dans le silence, loin des médias, pour ne pas alerter celui qui, peut-être, vit encore librement. Les résultats ne donnent pas immédiatement un nom, mais une constellation de liens familiaux. Des individus partagent une portion d'ADN avec le suspect inconnu. Les enquêteurs remontent les arbres généalogiques, génération après génération, croisant les données, éliminant les impossibilités. Le travail est long, minutieux, presque artisanal. Il ne repose pas sur un algorithme miracle, mais sur la patience et la logique. Peu à peu, un profil se dessine. Un homme né à la bonne époque. Présent en Californie au bon moment. Correspondant aux descriptions physiques d'alors. Ayant accès à certaines zones sans éveiller les soupçons. Le cercle se resserre jusqu'à un nom qui apparaît avec insistance. Joseph James DeAngelo. DeAngelo est un ancien policier. Un détail qui, soudain, éclaire tout ce qui paraissait jusque-là inexplicable. La connaissance des patrouilles, la compréhension des procédures, la capacité à disparaître sans laisser de traces. Les enquêteurs ne se précipitent pas. Ils observent. Ils vérifient. Ils suivent ses déplacements. Ils veulent une certitude absolue. Un jour, DeAngelo est discrètement surveillé alors qu'il jette un objet du quotidien. Les enquêteurs récupèrent cet objet, en extraient un échantillon biologique et le comparent au profil génétique des scènes de crime. La correspondance est totale. Il n'y a plus de doute possible. Après plus de 40 ans d'errance, l'homme invisible a enfin un nom, un âge, une adresse. Il n'est ni mort, ni parti loin. Il vit dans un quartier calme, comme tant d'autres retraités. La peur qu'il a semée pendant des décennies se referme soudain sur lui. Le 24 avril 2018, Joseph James DeAngelo est arrêté. Sans résistance. Sans fuite. L'homme qui avait bâti toute son existence sur le contrôle et l'invisibilité est désormais exposé au grand jour. Et pour la première fois, la question n'est plus de savoir qui était le Golden State Killer, mais comment un homme a pu traverser autant de vies sans jamais être reconnu. L'arrestation de Joseph James DeAngelo provoque une onde de choc immédiate. Pendant plus de 40 ans, le Golden State Killer était une silhouette abstraite, une peur collective sans visage. En quelques heures, cette figure devient un homme âgé, voûté, silencieux, vivant dans une maison ordinaire. Pour beaucoup, l'image est déroutante. Il ne ressemble ni au portrait diffusé à l'époque, ni à l'idée que l'on se faisait d'un prédateur aussi insaisissable. Cette banalité apparente rend l'affaire encore plus troublante. Très vite, les victimes et leurs familles réagissent. Certaines parlent d'un soulagement immense, d'autres d'une colère intacte. Beaucoup expliquent que, même après des décennies, l'arrestation réactive des souvenirs qu'elles avaient appris à contenir. Le temps n'a pas effacé l'impact. Il l'a simplement enfoui. Le retour de l'homme responsable les oblige à affronter une nouvelle étape, celle de la reconnaissance officielle, mais aussi celle de la confrontation symbolique. Lors des audiences, DeAngelo apparaît fermé, presque absent. Il parle peu. Lorsqu'il reconnaît les faits, sa voix est monotone, dépourvue d'émotion visible. Il n'offre ni explication claire, ni justification cohérente. Pour certains, ce silence est une ultime forme de contrôle. Pour d'autres, la preuve qu'aucun discours ne pourra jamais combler ce qui a été détruit. Le mythe s'effondre, mais il ne laisse pas place à une compréhension rassurante. La condamnation est sans appel. DeAngelo est condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. La sentence marque la fin judiciaire d'une affaire tentaculaire, mais pas la fin de ses répercussions. Pour les enquêteurs, c'est une victoire tardive mais majeure. Pour la justice,
c'est une démonstration historique de ce que la science peut accomplir lorsque la patience rencontre la technologie. Car au-delà de l'homme, cette affaire change durablement les méthodes d'enquête. L'utilisation de l'ADN généalogique ouvre une nouvelle ère. Des affaires anciennes, considérées comme insolubles, sont rouvertes. Des criminels jusque-là invisibles deviennent soudain vulnérables au temps. Le message est clair. Ce qui a été laissé derrière peut parler, même des décennies plus tard. L'histoire du Golden State Killer n'est pas seulement celle d'un homme qui a échappé à la justice pendant 40 ans. C'est celle d'un système fragmenté, d'une époque sans outils adaptés, mais aussi d'une persévérance exceptionnelle. Des enquêteurs qui ont refusé d'oublier. Des victimes qui ont refusé de se taire intérieurement. Et une science qui, lentement, a appris à faire parler le passé. Cette affaire nous rappelle une vérité inconfortable. Le danger ne se manifeste pas toujours par l'excès ou la marginalité. Il peut se fondre dans le décor, vieillir avec nous, partager les mêmes rues, les mêmes silences. Mais elle rappelle aussi autre chose, de plus essentiel encore, le temps n'efface pas tout. Parfois, il attend simplement le bon moment pour révéler ce que l'on croyait perdu à jamais.